Connaissez-vous vraiment Wikipédia ? Parce qu'en réalité, derrière la façade de cette bibliothèque virtuelle se cache un labyrinthe aux recoins insoupçonnés. Imaginez un monde où l'absurde côtoie le terrifiant, où des légions d'anonymes se sont lancées la tâche folle de consigner l'ensemble des connaissances de l'humanité, dans un seul et même lieu où la folie s'immisce parfois entre les lignes. Apprêtez-vous à plonger dans les profondeurs d'une zone d'internet que vous pensez familière, mais qui renferme en réalité des mystères dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte d'anomalies troublantes, et surtout de profils étonnants et pour certains même carrément terrifiants. Bref, bienvenue dans l'envers du décor de Wikipédia. Pour écrire cette vidéo, j'ai été amené à compiler des informations issues de quelques autres vidéos YouTube, de threads Reddit et de tout un tas d'articles accessibles en ligne. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer les dédales obscurs de la connaissance en ligne. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait bien ébranler certaines de vos certitudes. Car derrière l'écran lumineux se cachent bien souvent des ombres. Allez, c'est parti. En 1994, Larry Sanger, un jeune américain, alors étudiant en philosophie à l'université d'État de l'Ohio, décide de s'abonner à une liste de diffusion concernant les travaux de Ayn Rand, une philosophe soviético-américaine très en vogue dans les milieux intellectuels new-yorkais des années 90. Cette liste de diffusion, que l'on pourrait, pour faire très simple, assimiler à une newsletter, a été créée par un jeune étudiant en finance d'Alabama, nommé Jimmy Wales. Quelques mois plus tard, Larry crée sa propre liste de diffusion, et Jimmy décide de s'abonner en retour à cette newsletter. Les deux hommes échangent pas mal par mail, partagent des informations au sujet de cette philosophe et commencent à nouer, au fil des mois, un début d'amitié en ligne. En 1996, Jimmy Wales crée Bomis, un portail d'information sur la ville de Chicago, qui va ensuite élargir petit à petit son contenu. Sur Bomis, on trouve tout un tas de sections traitant de thématiques diverses et variées, mais principalement deux choses. Newpedia, une modeste encyclopédie en ligne se présentant comme une alternative gratuite aux géants de l'encyclopédie numérique, qu'étaient Encarta et l'Encyclopediae Britannica. Et à côté de cette encyclopédie, Bomis proposait également un autre type de service, une sorte de moteur de recherche un peu spécial. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'Internet est principalement rempli de photos de femmes sans vêtements. Et ça, Jimmy et ses associés de l'époque l'avaient déjà bien compris. D'ailleurs, sur Bomis, 99% du trafic était entièrement consacré à la recherche de contenu réservé aux adultes. Bref, en 2000, Jimmy propose à Larry de venir travailler pour Bomis, et plus spécifiquement de devenir l'éditeur en chef de Newpedia, afin d'étoffer ce projet d'encyclopédie en ligne totalement gratuite. Larry décide dès sa prise de fonction de permettre aux utilisateurs de devenir eux-mêmes contributeurs, et de proposer des articles sur n'importe quel sujet. Mais si n'importe qui pouvait soumettre des articles, il fallait impérativement que ces derniers soient approuvés par les autres contributeurs, avant d'être publiés. Alors, ça partait d'une très bonne intention à la base, et comme Larry était un universitaire, il lui a semblé logique qu'un tel mécanisme de validation par les pairs soit mis en place. Mais bon, le problème est que, ça prenait du temps. Et qu'un an après son arrivée chez Bomis, seulement 20 articles avaient été publiés sur Newpedia. Larry s'est donc mis à réfléchir à un système qui allait potentiellement permettre d'accroître grandement le rythme de publication des articles. Pour ça, il s'est tourné vers le concept de wiki, créé quelques années auparavant par l'informaticien Ward Cunningham. Cunningham a créé le premier wiki en 1994, afin de permettre la création de bases de données sur divers sujets, entièrement basées sur le concept de contribution collaborative. D'ailleurs, wiki est un mot hawaïen qui signifie rapide, vite ou informel. Et ça va intéresser Larry, qui se retrouvait alors face à un dilemme insoluble. Est-il préférable de privilégier la qualité à la quantité? Et surtout, ne faudrait-il pas créer une base de données gigantesque et gratuite, plutôt qu'une encyclopédie minuscule qui serait de toute façon incapable de lutter contre les géants de l'époque? Bon, on sait tous aujourd'hui quelle est la direction qu'il a choisie. Mais cette nouvelle orientation trahissait totalement la philosophie même de Newpedia. Il fallait donc repartir de zéro. En janvier 2001, Jimmy et Larry lancent donc un nouveau service de Bomis, baptisé Wikipédia. Et en quelques mois seulement, ce nouveau portail comportait déjà 19 000 articles différents. Et la suite, vous la connaissez. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Wikipédia, c'est un total de 6 865 390 pages et près de 48 millions de contributeurs différents inscrits. La version francophone de Wikipédia représente actuellement plus de 2 600 000 pages.
D'ailleurs, la version française a été lancée le 23 mars 2001, soit 3 mois seulement après la création de la plateforme, et est donc, historiquement, la première version non anglophone à avoir été créée. Et depuis 2001, Wikipédia est resté fidèle à son essence première. Tout le monde peut créer, modifier ou même demander la suppression d'une page. Sur un wiki, il n'y a pas de chef, pas d'autorité ayant le dernier mot. Il n'y a qu'une communauté et quelques règles. Alors évidemment, les règles liées à la contribution à la plateforme ont énormément évolué depuis sa création. Et on verra dans la suite de cette vidéo que, comme partout sur internet, les règles sont faites pour être contournées. Et que de nombreuses personnes ont pu créer, au fil des années, de véritables anomalies. Et pour certains d'entre eux, générer des dramas et un chaos que les fondateurs de ce portail n'auraient jamais imaginé. Mais avant de vous parler de ces ravagés de Wikipédia, laissez-moi vous parler un peu plus du réseau tentaculaire créé par cette armée de bénévoles assez unique sur internet. Parce que oui, s'il y a bien quelque chose qui est fascinant avec cette communauté, c'est qu'elle a réussi à prouver qu'à l'instar des programmeurs open source ou même des builders Minecraft, il est possible de créer de grandes choses sans aucune perspective de profit. Bon, est-ce que vous savez ce qu'est un speedrun ? Le speedrun est une pratique généralement liée aux jeux vidéo et dont le but est d'atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, le plus souvent terminer le jeu. Eh bien, il y a des gens qui font justement ça sur Wikipédia. Les joueurs commencent sur une page de départ et choisissent, aléatoirement ou non, une page d'arrivée. Le but est très simple. Partir de la page de départ jusqu'à celle d'arrivée, et ça le plus rapidement possible, simplement en cliquant sur les liens en bleu. Ouais, c'est un vrai truc. Prenons un exemple. Sélectionnons deux choses qui n'ont a priori rien à voir. Une poire à lavement et... allez, Emmanuel Macron. Sur la page de la poire à lavement, je peux cliquer sur le lien qui me renverra vers la page consacrée à l'hygiène. Sur cet article, je peux cliquer sur celui consacré à l'Europe, puis celui relatif à la France, et enfin trouver la page dédiée à Emmanuel Macron. Voilà, 4 petits clics seulement séparent Emmanuel Macron d'une poire à lavement. On parle ici de degrés de séparation. Naturellement, on pourrait facilement trouver un chemin plus long entre ces deux pages parce qu'au final, sur les 7 millions de pages existantes, des liens, il y en a vraiment énormément. D'ailleurs, je suppose que vous avez déjà toutes et tous essayé de cliquer sur la catégorie « Articles au hasard » accessible depuis la page d'accueil. Comme son nom l'indique, en faisant ça, vous serez propulsé sur une page totalement aléatoire. Ok, mais qu'est-ce qu'il se passe si vous décidez ensuite de cliquer sur le premier lien de la page sur laquelle vous venez d'atterrir et que vous répétez l'opération encore et encore ? Eh bien, vous aurez 97% de chance de tomber sur la page consacrée à la philosophie, qui semble être le nœud des Wikipédia anglophones et francophones. D'accord, mais est-ce qu'il existe un chemin qui permet de partir d'une page au hasard et d'arriver sur la page philosophie en passant par toutes les autres pages au moins une fois ? Figurez-vous que quelqu'un s'est posé cette question et que la réponse est non. La personne derrière la chaîne YouTube Udumb a fait un graphique représentant les connexions existantes entre toutes les pages Wikipédia. Rapidement, il s'est rendu compte que s'il n'était pas possible de faire le tour des millions de pages de lien en lien, c'est parce qu'il y a bien évidemment ce que l'on appelle des pages orphelines. Sur Wikipédia, une page orpheline est un article dont aucune autre page ne pointe vers elle. Du coup, si vous voulez jouer au jeu dont je vous parlais tout à l'heure et que vous choisissez comme page d'arrivée une page orpheline, alors ça peut durer très longtemps et vous ne serez d'ailleurs pas capable de terminer votre partie. L'utilisateur Udumb a trouvé un total de 355 199 pages orphelines, ce qui représente donc environ 5% des pages de Wikipédia. Et puis, s'il n'est pas possible de faire le tour de Wikipédia en cliquant de lien en lien, c'est aussi parce qu'il existe des impasses. Une impasse étant une page qui ne comporte aucun lien vers d'autres articles Wikipédia. Et des impasses, on en trouve environ 6000. Ok, mais du coup, s'il y a des impasses et des pages orphelines, est-ce que ça signifie qu'il existe également des impasses orphelines ? Et ouais, environ 2000. Et à ce stade, la dernière question qu'on peut se poser est de savoir si parmi les presque 7 millions de pages, y en a-t-il qui, en plus d'être des impasses orphelines, auraient la particularité de n'avoir qu'une seule connexion avec elles-mêmes, et qui créeraient donc une sorte de boucle infinie ? Eh bien oui, il y en a une seule, celle-ci. Alors oui, déjà, sachez que la tarte au Fanta existe, ce qui est déjà une découverte terrifiante en elle-même, mais comme je vous le disais, cette page a la particularité étonnante d'être la seule de tout Wikipédia qui, en plus d'être une impasse orpheline, renvoie vers une autre page qui n'est rien d'autre qu'un portail nommé Fantakuchen, le nom originel de cette recette venue d'Allemagne. Et sur ce portail, on ne peut faire qu'une seule chose, retourner sur l'article principal consacré à cette étrange recette, la rendant ainsi totalement unique.
Enfin, c'était le cas jusqu'à il y a quelques mois. Parce qu'en effet, depuis la parution de la vidéo YouTube de Adam, des contributeurs ont modifié la page pour y ajouter de nouveaux liens, faisant ainsi disparaître pour toujours cette anomalie. Du coup, avant de passer à la suite et de commencer réellement notre exploration dans les recoins sombres de Wikipédia, rendons un hommage à cette petite anomalie partie trop tôt. Bon, allez, je crois qu'il est maintenant grand temps de nous enfoncer dans les profondeurs. Comme on vient de le voir, la quasi-intégralité de ce qui existe et de ce qui a existé se trouve forcément quelque part sur Wikipédia. C'est une sorte de gigantesque chaos aléatoire parfaitement organisé. Vous pouvez passer d'une page traitant d'un sujet d'une banalité affligeante à des choses dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Et bien souvent, vous pouvez passer en quelques clics seulement d'une page présentant une chose totalement inoffensive à l'horreur la plus absolue. Regardez. Vous voulez vous renseigner sur Taylor Swift. Vous parcourez l'article et vous tombez sur un lien sur lequel votre curiosité va vous pousser à cliquer. Et en 3 clics seulement, vous vous retrouvez là. Ouais. Il y a bel et bien une page consacrée aux pieds humains retrouvés dans la mer des Salish entre le Canada et les États-Unis. Regardons ça ensemble. On est en août 2007. Un Canadien, âgé d'une vingtaine d'années, promène son chien sur la côte. Il fait beau et, comme bien souvent, la plage est déserte. Sur le sable, des bâtons, des coquillages et quelques déchets ayant été régurgités par la mer. L'homme et son chien profitent des grandes étendues qui s'offrent à eux, et a priori, rien n'était susceptible de troubler ce moment de sérénité en pleine nature. Jusqu'au moment où le chien du promeneur s'arrête subitement et commence à aboyer. L'animal refuse d'avancer et semble obnubilé par un de ses déchets. Son maître le rejoint et voit son chien en train de fixer une chaussure. Mais en prêtant attention à la découverte de son compagnon, il remarque que dans la chaussure, il y a un pied humain. Naturellement, le jeune homme décide d'alerter les autorités qui prennent acte de cette étrange découverte et ouvrent donc une enquête. 6 jours plus tard, le 26 août 2007, la police canadienne reçoit un nouvel appel. Un autre pied dans une chaussure vient d'être retrouvé. Sauf que cette fois-ci, il s'agissait d'une nouvelle chaussure. Quelques mois plus tard, pareil, un autre promeneur vient de tomber nez à nez avec un autre pied. Les semaines passent et les appels constatant d'étranges trouvailles de la même nature commencent à se multiplier. D'août 2007 à juillet 2023, 24 pieds humains différents dans des chaussures ont été retrouvés sur les côtes de la plage des Salish. Bon, ce genre de découverte est toujours préoccupante, mais ça l'est encore plus quand on sait que le reste des corps n'ont jamais été retrouvés. Et surtout qu'avant 2007, jamais aucun pied n'avait été retrouvé de la sorte, que ce soit sur ces côtes ou de manière plus générale dans le monde. Pire que ça. Des médecins légistes ont été amenés à se pencher sur cet étrange phénomène, et ils sont tous formels. Normalement, les pieds ne sont pas supposés flotter. Pour les scientifiques, ces macabres découvertes ont tout d'une anomalie. D'ailleurs, à ce jour, il s'agit là d'un mystère toujours irrésolu, puisqu'aucune explication solide n'a jamais été vraiment esquissée par qui que ce soit. La seule chose que l'on a, ce sont des théories. Un tueur en série sévissait-il dans la région ? Si c'est le cas, eh bien, l'individu en question n'a jamais été retrouvé. Est-ce que ces restes pourraient provenir du crash d'un avion survenu dans la mer quelques mois avant la première découverte ? D'après les analyses, non. Les pieds ne matchent pas avec les profils des individus ayant perdu la vie dans cet accident aérien. Est-ce que ces pieds auraient pu appartenir aux victimes du tsunami de 2004 ayant eu lieu dans l'océan Indien ? Des courants marins susceptibles de transporter ces chaussures jusqu'à la mer des Salish existent bel et bien, mais il est très peu probable qu'autant de pieds aient pu atteindre cette destination. Aujourd'hui encore, personne n'a la moindre idée de pourquoi autant de pieds dans des chaussures ont été retrouvés sur les plages de la mer des Salish. Faisant de ce phénomène étrange une énigme dont le mystère ne sera certainement jamais percé à jour. Bon, c'était un peu glauque, désolé. Changeons-nous un peu les idées et allons voir quelque chose de plus safe. Voilà, on est bien là. On est en sécurité ici. Sur cette page, peu de chances de tomber sur quelque chose de vraiment perturbant. Et merde. Tomorrow's Pioneers, ou Les Pionniers de demain en français, est un programme télévisé d'endoctrinement à destination des enfants, diffusé du 13 avril 2007 au 16 octobre 2009 sur une chaîne du Moyen-Orient. Alors, le contenu de cette émission pour enfants est tellement hardcore que je ne vais malheureusement pas pouvoir m'étaler trop dessus.
Sur YouTube, il y a beaucoup trop de sujets qu'on ne peut pas aborder, et ce programme pour enfants centralise à peu près tout ce dont on ne peut pas parler sur cette plateforme. Vraiment. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, je mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit par vous-même. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ce programme, destiné aux enfants de 9 à 13 ans, met en scène Farfour, une contrefaçon de Mickey Mouse qui s'attache à déployer, sur un ton enfantin, une propagande très violente à l'égard de l'Occident et de ses alliés. D'ailleurs, dans la 5e émission, Farfour se fait éliminer assez violemment à l'écran, et ça, sous le regard des jeunes téléspectateurs de l'époque. Farfour se fait ensuite remplacer par Naoul, une parodie excessivement badante de Maya l'abeille, qui fait lui aussi tout un tas de dingueries que je ne peux même pas vous décrire ici. Genre, vraiment. Pour vous donner une petite idée, il y a certaines séquences mettant en scène des actes graves de maltraitance animale qui sont réellement insoutenables. Une fois de plus, le tout dans un programme destiné aux enfants âgés d'une dizaine d'années. Et comme pour Farfour, Naoul perd la vie au sein d'un épisode diffusé en février 2008. Vient ensuite Assoud, qui succédera à son frère Naoul. Assoud, le lapin rose, est certainement le personnage le plus hardcore de tous. Alors, je suis bien conscient que tout ça ressemble énormément à une fiction, à une sorte de faux programme creepy pour enfants, comme on peut en voir un peu partout sur YouTube. Mais non, je vous assure que tout ceci est bien réel. Si vous avez l'estomac bien accroché et que vous vous sentez en mesure de pouvoir encaisser toutes ces horreurs, allez jeter un œil au lien en description. Bon, quittons cette page abominable et allons voir un article tout aussi surréaliste mais un peu moins violent. Where are you, dear General, ou Où êtes-vous, cher général en français, est un article traitant d'un fait vraiment étrange. Quand je suis tombé dessus, j'ai un peu halluciné. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, ça parle de la Corée du Nord. Et quand il s'agit de ce pays, généralement on peut s'attendre à toutes les absurdités possibles et imaginables. Ce pays, qui évolue en vase clos depuis de nombreuses décennies, m'a toujours semblé être une anomalie dans le monde dans lequel nous vivons. Tout là-bas m'a toujours paru dissonant, surréaliste et bien souvent terrifiant. Mais cet article aborde un sujet que j'ai découvert assez récemment, et qui parle d'un morceau, supposément composé par le leader suprême, bien évidemment, et diffusé à minima depuis 2008 par les haut-parleurs de la gare de Pyongyang. Quand on regarde les rares vidéos du quotidien des Nord-Coréens, tout semble assez irréel. Déjà, tout est clairement mis en scène pour que les rares étrangers capturant des images aient une vision idéalisée et fortement tronquée de la réalité du pays. Maintenant, imaginez-vous 2 minutes vous réveiller à Pyongyang et qu'un morceau, vraiment très étrange, se mette à grésiller au travers des haut-parleurs de la capitale. Écoutez à quoi ressemble ce morceau qui résonne chaque matin dans les rues de Pyongyang. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça totalement surréaliste. On dirait vraiment une bande-son d'un vieux film d'horreur italien avec des sonorités de térémine totalement éthérées et quasi fantomatiques. Déjà que pour les Nord-Coréens la vie doit ressembler à un véritable enfer, je trouve que le fait de leur imposer tous les matins une OST aussi badante donne vraiment à Pyongyang une ambiance vraiment terrifiante. L'extrait que je vous ai diffusé provient d'un enregistrement de terrain, parce que je trouvais plus intéressant de vous faire écouter ce que les habitants entendaient réellement. Mais il est possible de trouver des versions plus propres de ce morceau en ligne. D'ailleurs, vous trouverez un lien pour l'écouter en description et je vous invite très sérieusement à vous le lancer à la fin de la vidéo pour que vous puissiez pleinement prendre conscience de l'étrangeté absolue du sound design de ce régime autoritaire totalement coupé du monde. Bref, des articles abordant des thématiques étranges et dérangeantes, il y en a des tonnes et des tonnes sur Wikipédia. Et si jamais vous voulez que je fasse un jour un iceberg dédié aux pires pages Wikipédia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, j'ai envie de vous parler de certains contributeurs qui ont su utiliser les règles de la plateforme pour faire ce qu'ils souhaitaient et bien évidemment générer du chaos. Ouais, je crois qu'il est grand temps maintenant de partir à la rencontre des pires vandales de Wikipédia.
leur nature même, les pages Wikipédia sont modifiables par n'importe qui. Aucune page n'a de chef ou de modérateur officiel en charge de vérifier les éléments ajoutés à un article. Naturellement, cette absence de contrôle d'une autorité supérieure permet une liberté totale et des mécanismes de censure assez difficiles à mettre en place, laissant ainsi le champ libre aux utilisateurs désireux de générer du chaos. Et en parlant de ça, laissez-moi vous présenter le concept de fauné bloqué. Sur Wikipédia, un fauné est une personne utilisant différents comptes dans le but de vandaliser des articles ou de harceler d'autres contributeurs. Grâce à leurs plusieurs comptes, ces utilisateurs malveillants peuvent simuler une sorte de fausse démocratie, afin de valider massivement les modifications qu'ils apportent eux-mêmes aux pages. Du coup, si un individu possède 20 comptes différents, il pourra, grâce à l'un de ses profils, modifier un article et faire valider cette modification par les 19 autres en créant un faux consensus. Et vous l'aurez compris, c'est de ce type de vandale dont on va parler ce soir. Commençons en douceur avec quelques-uns de ces disséminateurs de chaos plutôt inoffensifs, mais particulièrement bizarres quand même. Au milieu des années 2010, un étrange utilisateur s'est totalement lâché sur Wikipédia et semblait n'être intéressé que par une seule et unique chose, les reprises musicales d'Alvin et les Chipmunks. Alors, Alvin et les Chipmunks est un groupe de musique fictif créé aux États-Unis en 1958. Il s'agit à la base d'un dessin animé, mais qui comportait une dimension musicale, puisque les trois rongeurs reprenaient très régulièrement des morceaux très populaires, avec leur petite voix caractéristique. Bref, le seul et unique but de cet utilisateur était d'ajouter des informations sur les reprises d'Alvin et les Chipmunks aux pages Wikipédia de diverses chansons, et de répandre par ailleurs des informations extrêmement détaillées sur toutes ces reprises. Et clairement, ces nombreux ajouts n'étaient vraiment pas nécessaires du tout. Qu'il y ait une page liée à cette série animée qui détaille les reprises, à la limite, ok, pourquoi pas. Mais cet utilisateur modifiait les pages dédiées aux chansons originales pour ajouter des sections entières consacrées aux reprises des Chipmunks. Et si je vous parle de cet utilisateur, c'est que, croyez-moi, il a modifié beaucoup de pages. Pour vous donner une idée, en une seule journée, il pouvait modifier plus d'une centaine de pages, juste pour les garnir d'informations en lien avec Alvin et les Chipmunks. De sa première contribution en 2010 à son bannissement total du site en 2015, cet utilisateur a effectué près de 100 000 modifications sur différentes pages consacrées à des chansons célèbres. Là, clairement, on est dans l'obsession la plus totale. Je ne sais pas vous, mais je trouve fascinant de me dire que quelqu'un a passé 5 années de sa vie à quasi quotidiennement modifier des pages, pour évoquer des reprises franchement insupportables de ces trois personnages fictifs. Mais ça, bon, à la limite, c'est juste bizarre. Et vous allez voir que de nombreux autres utilisateurs sont allés vraiment beaucoup plus loin que ça. On est en juillet 2022, et un adolescent de 15 ans, nommé Adam, navigue sur un forum Reddit consacré aux modifications rigolotes trouvées sur Wikipédia. Sur cette section du site, on trouve des articles modifiés par des vandales, selon lesquels Barack Obama serait un mannequin, que l'Australie aurait comme Premier ministre un gamin de 12 ans, ou encore que les voitures auraient en réalité leur propre langage pour communiquer entre elles. Bref, du grand n'importe quoi. Adam se souvient soudainement d'une étrange photo qu'il avait trouvée il y a quelque temps sur Wikipédia, une image d'Alan McMasters, l'inventeur du grille-pain électrique. En y regardant de plus près, on peut immédiatement voir que la photo a simplement été manipulée pour paraître ancienne. Clairement, la déchirure semble trop parfaite pour être réelle. Pour lui, il est assez clair que cette photo n'est pas authentique et décide de partager cette intuition sur Reddit. Les jours passent et le débat sur l'image d'Alan McMasters finit par atterrir sur le forum de Wikipédiocratie, qui est un site sur lequel les utilisateurs peuvent discuter et critiquer le contenu de l'encyclopédie en ligne. Assez naturellement, les contributeurs récurrents de Wikipédia qui fréquentent ce site décident de s'emparer de l'affaire. Ils discutent de l'authenticité de la photo et passent au peigne fin la page consacrée à cet étrange inventeur. L'un des contributeurs décide de vérifier les métadonnées de l'image et détecte alors qu'elle a en fait été modifiée avec Photoshop CS5 sur un Mac. Ça y est, c'est officiel, cette photo n'est pas authentique. Mais en réalité, il n'y a pas que la photo qui est fausse. McMasters n'a tout simplement jamais existé. Alors, en fait, si. Alan McMasters existe bel et bien. Il est ingénieur en aérospatial et en 2012, alors qu'il suit un cours de méthodologie de recherche, il entend de la bouche d'un de ses professeurs que « Vous devez faire attention à ne pas utiliser Wikipédia comme source d'information, car on ne sait jamais qui pourrait se déclarer inventeur du grille-pain. » Et c'est après avoir entendu ça qu'Alan passera d'étudiant lambda à inventeur officiel du grille-pain électrique.
Alors bon, ça peut paraître assez anodin dit comme ça. Alan n'était absolument pas le premier à modifier une page Wikipédia pour faire une blague. Sauf que là où ça va devenir intéressant, c'est qu'Alan restera sur Wikipédia comme étant l'inventeur du grille-pain pendant plus de 10 ans. Et vous allez voir que contre toute attente, ce petit acte de vandalisme va prendre un tournant assez inattendu. Quelques mois après la modification d'Alan, au milieu de l'année 2012, le tabloïd britannique, The Daily Mirror, décide de consacrer un numéro spécial sur les innovations technologiques ayant bouleversé le quotidien des citoyens britanniques. Et en Angleterre, les toasts sont quelque chose d'assez important. Suffisamment important pour figurer en bonne place dans cet article. Et là où Alex avait été très fort, c'est qu'en plus d'avoir créé un inventeur fictif portant son nom, il avait en plus créé toute une histoire rocambolesque autour de ce personnage. Sur la page Wikipédia qu'il avait créée, il avait précisé qu'Alan McMasters avait eu l'idée du grille-pain alors qu'il était totalement ivre, que son premier prototype avait causé la mort d'une jeune femme et tout un tas d'autres anecdotes farfelues. Pour la presse anglaise, c'était du pain béni. Naturellement, comme tout article Wikipédia décent a besoin d'une photo, Alex a décidé d'aller chez le coiffeur pour se faire une coupe de cheveux un peu rétro, il s'est pris en photo, un coup de Photoshop, et voilà, c'était réglé. D'ailleurs, quand on regarde la photo, il semble assez évident que ça ne peut pas être une photo d'époque, mais c'est passé. Et au cours des années suivantes, de nombreux sites web reprennent l'histoire d'Alan McMasters. Plusieurs médias propagent cette fausse information, y compris la BBC et le Washington Times. Des écoliers font des exposés sur lui. Des musées et des livres le créditent officiellement comme l'inventeur du grille-pain, etc. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'effet boule de neige provoqué par ce faux article a fait en sorte qu'une école primaire en Écosse a instauré une journée commémorative en l'honneur de McMasters, que l'équivalent anglais de Top Chef a fait une émission spéciale toast en son honneur, que des entreprises de pain de mie tranché se sont servies de son image et qu'elles ont remercié ce mystérieux inventeur pour avoir littéralement révolutionné la gastronomie anglaise. Mais ça n'est que 6 ans après la création de sa page que la catastrophe a été évitée de justesse. En 2018, la Banque d'Angleterre décide d'actualiser l'esthétique de ses billets de banque. Et qui se retrouve sur la liste des candidats pour les nouveaux billets de 50 livres ? Ce cher Alan McMasters. Heureusement, ce n'est pas ce personnage qui a été retenu, mais l'informaticien Alan Turing. Ce qui est assez normal au passage, parce que bon, ok les grille-pains c'est cool, mais les travaux de Turing ont à mon avis eu un impact plus important dans le monde. Bref, à peu de choses près, les Anglais ont failli avoir la tronche d'Alan sur les billets de banque. Et ça aurait été très certainement la plus grande victoire jamais remportée par un troll. En juillet 2022, le jeune Adam, qui avait découvert la supercherie, a décidé d'alerter les modérateurs de Wikipédia pour que cet article purement fictif soit supprimé. Du coup, aujourd'hui, si vous voulez consulter la page dédiée à Alan McMasters, vous serez automatiquement redirigé vers une page consacrée au concept de désinformation. Et pour en quelque sorte se racheter, Alan est devenu un contributeur régulier de Wikipédia et consacre désormais son temps libre à la correction d'articles sur ses sujets de prédilection. Ok, bon. Et si je vous disais maintenant qu'en faisant mes recherches, j'étais tombé sur un utilisateur qui avait consacré de nombreuses années de son existence à bâtir une œuvre profondément absurde sur Wikipédia. Un utilisateur qui allait reléguer la plaisanterie d'Alan au rang de simple anecdote. Explorons ce nouveau cas ensemble. Sur les près de 7000 langues et dialectes existants dans le monde, on en retrouve environ 300 sur Wikipédia. Il y a d'ailleurs une page qui recense les articles traduits dans le plus grand nombre de langues différentes. On retrouve en première place l'article sur la Turquie, disponible en 324 langues différentes, et globalement, on se rend compte que cette liste contient majoritairement des articles consacrés à des pays. Enfin, pas vraiment, parce que quand on regarde attentivement, on remarque qu'un certain David Woodard, chef d'orchestre et écrivain américain, a sa page traduite en 318 langues différentes. Et que Corbin Bleu, enfin je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, qui est visiblement un acteur de la série de films High School Musical, a sa page traduite en 212 langues. Bon, je ne sais pas vraiment pourquoi leurs pages sont disponibles en plus de langues que celles de Napoléon, Beethoven ou Jules César, mais je suppose que ces deux personnalités doivent avoir quelques fans vraiment très dévoués et avec énormément de temps libre. Bref, ce n'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Parmi toutes ces langues, on va s'intéresser au Scots, une langue germanique parlée en Écosse et en Irlande du Nord, assez proche de l'anglais. On estime qu'il y a environ 1 500 000 locuteurs à travers le monde. Et petit fait étonnant, les universitaires ont officiellement enregistré 421 mots pour la neige dans la langue scots.
Ce qui est donc bien plus que les Esquimaux et les Inuits, auxquels on attribue des dizaines de mots tout au plus pour désigner la neige. Et puisqu'il y a plus d'1 million de locuteurs, il semble assez logique que de nombreuses pages aient été traduites dans cette langue. Les premières pages en scots sont apparues en 2005, et on estime aujourd'hui qu'il y a environ 27 000 articles sur Wikipédia dans ce langage. Ce qui en fait au passage la plus grosse base de données disponible en ligne en scots. Et il y a un petit détail assez intéressant au sujet de cette version de Wikipédia. Toutes ces pages ont été rédigées par un seul et unique utilisateur, dénommé AG. AG s'est inscrit en 2013 et est rapidement devenu l'un des contributeurs les plus prolifiques de Wikipédia en scots, devenant même l'administrateur principal de cette partie du site. Et encore plus intéressant, AG ne parle pas un seul mot de scots. Rien, que dalle. Et d'ailleurs, les 27 000 articles qu'il a rédigés ne sont même pas en scots. Cet utilisateur a juste manuellement réécrit des articles en anglais avec ce qu'il estimait être un accent scots, et il inventait même carrément des mots qui sonnaient simplement écossais pour lui. Alors c'est peut-être un peu dur de comprendre exactement parce que je pense que personne ici ne parle le scot, mais c'est un peu comme si quelqu'un avait voulu écrire un article en occitan en se contentant de mélanger du français et de l'espagnol ensemble, mais sans savoir parler espagnol non plus. Et de toute façon, l'occitan n'est pas de base un mélange de français et d'espagnol. Bon, en gros, ces articles n'avaient littéralement aucun sens. Et là où c'est complètement dingue, c'est qu'AG a fait ça avec 27 000 articles, le tout sans jamais utiliser de programme quelconque. Cet utilisateur a tout écrit lui-même pendant 7 ans. Alors, consacrer 7 ans de son existence à rédiger autant de pages, c'est de la folie pure et simple. Et bon, bien sûr, ça n'est pas passé inaperçu. Au fil des années, quelques locuteurs du scots ont ici et là signalé des erreurs et fait des corrections. Mais au début, les gens pensaient simplement qu'il s'agissait d'erreurs faites de bonne foi. Parce que bon, le scots est une langue assez compliquée, avec beaucoup de subtilités et de variations. Et puis bon, les Écossais et Irlandais consultent généralement Wikipédia en anglais, en gaélique ou dans d'autres langues certainement plus usitées que le scots et pour lesquelles les articles sont bien plus étoffés. Comme vous pouvez vous en douter, comme Wikipédia était la plus forte concentration de textes dans cette langue d'internet, les institutions scots se sont senties particulièrement insultées. Et comme on est sur internet, des gens ont rapidement trouvé qui était AG et ont publié des liens vers ses réseaux sociaux. AG a donc été contraint de s'exprimer sur le sujet au travers d'un post. Honnêtement, ça ne me dérange pas si vous annulez toutes mes modifications, supprimez mes articles et me bannissez définitivement du wiki. J'ai déjà découvert que mes contributions ont mis en colère d'innombrables personnes, et croyez-moi, j'en suis vraiment dévasté. Je n'avais que 12 ans quand j'ai commencé, et parfois, quand on commence quelque chose jeune, on ne peut pas voir que l'habitude qu'on a développée est malsaine et inutile en grandissant. Je ne cherche pas à me défendre, je veux simplement qu'on arrête de s'en prendre à moi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le wiki en scots compte 40 449 articles et de nombreuses corrections sont toujours en cours. D'une certaine manière, l'étrange projet de AG a laissé place à une communauté bienveillante, soucieuse de redorer le blason de leur langue et par là même de leur culture. Donc au final, la gigantesque déglingue de AG aura permis à cette section de Wikipédia de s'étoffer et de rendre plus précis linguistiquement les articles disponibles dans la langue scots. Bon, quittons le monde des histoires simplement étranges de Wikipédia et mettons un premier pied dans la partie consacrée à des utilisateurs bien plus préoccupants. Brad Watson est un homme d'une 60aine d'années, résidant à Miami, en Floride. Brad est un personnage atypique et qui mène une double vie assez troublante. Le jour, Brad est percussionniste pour des formations musicales et joue dans de petits événements aux 4 coins de la Floride. Et à la nuit tombée, Brad révèle son vrai visage. Il se met devant son ordinateur, se connecte à son profil de contributeur Wikipédia, et là, il se lâche. Vraiment. Parmi tous les utilisateurs que je vous ai cités jusqu'ici, Brad est vraiment celui qui semble être le moins en prise avec la réalité. Pour la faire simple, dans les méandres de son esprit tourmenté, Brad est persuadé d'être la réincarnation de tout un tas de figures historiques de premier plan. Benjamin Franklin, Albert Einstein, Plutarque et même Jésus-Christ. Ouais, rien que ça. Tel une âme errante, il hante littéralement des centaines de pages, les inondant de théories bizarres et de pseudosciences totalement délirantes. Ses contributions abordent généralement des thèmes assez variés comme la physique, les extraterrestres, la période antique et bien évidemment la religion.
D'une manière clairement pathologique, il dévie les pages auxquelles il s'attaque vers les abysses de sa folie, avec quasi systématiquement des délires numérologiques autour des chiffres 4 et 7. Sur les articles auxquels il contribue, Brad crée un réseau labyrinthique, menant invariablement vers les 7 sceaux bibliques, thème majeur du livre de l'Apocalypse, très présent dans l'iconographie chrétienne. Brad prétend en effet avoir déchiffré certains mystères apocalyptiques au sein d'une thématique qu'il décrit lui-même comme étant au-delà des théories d'Einstein et susceptible de bouleverser l'ordre de l'univers. Depuis le temps, Brad est bien connu des modérateurs officieux de Wikipédia et ses modifications sont généralement effacées rapidement et ses comptes se font bannir sans sommation. Mais Brad trouve systématiquement un moyen de revenir. D'ailleurs, il ne sévit pas que sur Wikipédia. Non, Brad est partout sur internet, et ça depuis très longtemps. Sur son profil LinkedIn, il est possible de voir son étonnant CV, qui ne mentionne qu'une seule et unique expérience professionnelle, le fait d'être la réincarnation du Christ. Brad administre également un blog nommé Seven Seals, dont le contenu est vraiment délirant et qui part dans absolument tous les sens. Si vous voulez vous immiscer dans l'esprit de quelqu'un de particulièrement confus, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Comme je vous le disais, Brad est présent depuis très longtemps sur internet. En 2002, il était interviewé par le Orlando Sentinel, où il exposait déjà sa doctrine confuse sur les théories au-delà d'Einstein, et où il indiquait avoir déposé, en 1998, un manuscrit de 74 pages à la Maison Blanche, afin d'alerter le gouvernement américain de l'imminente apocalypse qui allait se répandre sur le monde. Plus de 20 ans plus tard, Brad Watson continue encore et toujours de modifier des articles Wikipédia, qui se font généralement instantanément censurés. Et à bien observer les dernières traces numériques qu'il a pu laisser ici et là sur internet, il semblerait que son obsession pour les 7 sceaux ne fasse que s'intensifier de jour en jour. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps de vous présenter le cas qui est, à mon sens, le plus dangereux et préoccupant de tous. Qu'on le veuille ou non, Wikipédia est ce qui se rapproche le plus d'une mémoire collective. Alors, pas forcément pour sa véracité ou pour sa précision, mais plutôt pour son accessibilité. Les témoins d'une époque finissent toujours par disparaître, certains écrivent des livres, d'autres témoignent oralement, mais plus les années passent et plus les récits se perdent en se noyant dans les narratifs plus récents. Et factuellement, plus de gens enrichissent leurs connaissances grâce à des vidéos de vulgarisation ou grâce à des articles Wikipédia qu'en lisant des livres ou thèses universitaires. Du coup, plus les années passent et plus l'histoire officielle se synthétise, car les critères premiers ne sont pas l'exigence ou la précision, mais l'accessibilité. Le problème, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, c'est qu'une poignée d'individus peut contrôler secrètement des faits que des millions de personnes consulteront quotidiennement. Alors, quand il s'agit de l'inventeur du grille-pain ou des articles en Scott, c'est embêtant, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Imaginez maintenant qu'un pays entier ait été victime d'une réécriture silencieuse, totalement mensongère, et faite insidieusement pour façonner la jeunesse d'une nation entière. Eh bien, c'est ce qu'a subi la population croate pendant près de 15 ans sur Wikipédia, faisant ainsi de cette dernière histoire une des plus grandes manipulations de l'information en ligne de notre époque. Notre histoire commence en 2005. Un mystérieux utilisateur, dénommé Kubura, publie sa première contribution sur la version croate de Wikipédia. Et pendant 4 ans, Kubura tissera silencieusement sa toile dans l'ombre. En 2009, lui et un petit groupe d'administrateurs aux idées clairement d'extrême droite commencent à répandre, doucement mais sûrement, leur influence. Leur méthode est tout aussi simple qu'efficace. Éliminer systématiquement et discrètement les contributeurs qui osent exprimer des opinions modérées ou libérales sur tout un tas de sujets controversés. Leur objectif est clair. Réécrire l'histoire de la Croatie selon leur vision nationaliste et profondément autoritaire. Ils ne veulent pas simplement manipuler l'information. Non, ils cherchent à façonner la mémoire collective d'une nation entière, jusqu'à en redéfinir son identité même. Et peu à peu, l'histoire se transforme sous leurs doigts. Le régime anti-yougoslave de la Seconde Guerre mondiale, connu sous le nom d'État indépendant de Croatie, est glorifié. Les crimes de guerre commis par ce gouvernement sont minimisés, voire effacés. Et bien sûr, de nombreuses théories, plus que douteuses, sont diffusées au sein même des articles en lien avec l'histoire du pays. Et tout un tas de contre-vérités s'infiltrent insidieusement dans de nombreuses pages, semant le doute et la confusion. Vous voulez un exemple choquant ? L'article sur le camp de Jasenovac, où des dizaines de milliers de Serbes, Juifs et Roms ont perdu la vie, est réécrit pour grandement minimiser le nombre de victimes.
En 2018, il était notamment possible de lire que ce lieu d'horreur n'était qu'un simple camp de travail. Assez clairement, l'objectif du petit groupe mené par Kubura était de réécrire petit à petit l'histoire, tout en niant la souffrance de milliers de personnes. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ces manipulateurs sont allés jusqu'à affirmer que l'Allemagne des années 30 avait envahi la Pologne, en réponse à un prétendu massacre à très grande échelle des Polonais sur les Allemands, inversant ainsi totalement les rôles des belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Et le plus effrayant dans tout ça ? Eh bien, c'est que des millions de Croates, dont de nombreux étudiants, utilisaient cette version de Wikipédia comme source principale d'information, ignorant totalement qu'ils étaient les victimes d'une manipulation à grande échelle. Une étude réalisée par l'université d'Osijek révèle que 54% des étudiants croates consultent régulièrement Wikipédia pour leurs travaux. Et si 54% des étudiants décident de se baser sur ces articles, imaginez le nombre de Croates qui ont pu consulter machinalement ces pages pour simplement se cultiver ou pour se renseigner sur les grandes lignes de l'histoire de leur pays. J'ai trouvé des statistiques selon lesquelles Wikipédia serait le 12e site le plus consulté en Croatie. Pour vous donner une idée de la popularité de ce site dans ce pays des Balkans, Instagram n'est qu'en 15e position. Imaginez maintenant l'impact sur toute une génération. Une génération dont la perception de l'histoire, de l'identité nationale a été subtilement façonnée par des manipulateurs de l'ombre. En 2013, l'affaire éclate au grand jour. Un professeur de l'université de Zagreb, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, commence à dénoncer publiquement la prise de contrôle de Wikipédia par ce groupuscule d'extrême droite. Le ministre de l'Éducation de l'époque, horrifié, prend quant à lui la parole dans les médias pour mettre en garde la population contre l'utilisation de la version croate de l'encyclopédie. Il déclare à ce propos que « Nous devons malheureusement avertir les étudiants et les élèves qu'une grande partie du contenu de la version croate de Wikipédia n'est pas seulement douteuse, mais aussi manifestement falsifiée. Malheureusement, il est déjà trop tard. Le mal est fait. La toile tissée par Kubura et ses acolytes est trop vaste, trop complexe pour être démantelée facilement. Et pendant des années, la fondation Wikipédia restera impuissante face à cette situation. Les tentatives de la communauté internationale pour intervenir se heurtent à un mur invisible. Kubura et son groupe semblent intouchables, protégés par le système même qu'ils ont corrompu. Mais en coulisses, une résistance s'organise. Des contributeurs déterminés commencent à enquêter, à collecter des preuves. Et plus ils fouillent, plus ils découvrent l'ampleur de la manipulation. Des centaines d'articles ont été totalement réécrits. Des milliers de modifications de pages sont considérées comme suspectes. Et pire, de nombreux individus, a priori en dehors du réseau formé par Kubura, commencent à rejoindre leur rang. En 2020, un utilisateur nommé MJ Lemon Snout découvre que Kubura utilise des dizaines de faux comptes pour manipuler le système. Ces comptes fantômes apparaissent soudainement, font une cinquantaine de modifications en 1 ou 2 heures, puis disparaissent dans les ténèbres numériques pendant des mois entiers. Les mois passent, l'enquête s'intensifie et les preuves s'accumulent. Et petit à petit, le réseau de Kubura commence à s'effondrer. L'analyse des adresses IP révèle en effet un élément troublant. 30 comptes suspects postent depuis la même minuscule zone géographique. Les probabilités que cela soit une simple coïncidence ? 1 sur 1 quintillion. Un chiffre si astronomique qu'il défie l'entendement. Et finalement, après plus d'une décennie de règne occulte, Kubura est banni à vie de Wikipédia et devient par là même la 7e personne de l'histoire à recevoir un tel bannissement global de Wikipédia, mais également de toutes les autres plateformes affiliées. Mais une fois de plus, le mal est fait. Pendant plus de 10 ans, toute une génération de Croates a été exposée à une version déformée de l'histoire de leur pays. Les conséquences à long terme de cette manipulation sont encore inconnues. Et il y a de bonnes raisons de penser que cette colossale vague de désinformation laissera de nombreux stigmates dans l'esprit de nombreux Croates. D'ailleurs, des enquêtes menées auprès de lycéens de ce pays montrent une confusion inquiétante sur des faits historiques pourtant bien établis. Ils sont par exemple de moins en moins certains que l'État indépendant de Croatie de la Seconde Guerre mondiale était un État autoritaire mené à la baguette par les puissances de l'Axe. Et ce qui est terrifiant dans tout ça, c'est de se dire que Kubura et ses acolytes ont réussi à transformer Wikipédia en une puissante arme idéologique qui a rendu la frontière entre vérité et mensonge dangereusement poreuse dans l'esprit de toute une génération. L'expérience du Wikipédia croate nous montre que même les institutions en ligne les plus respectables peuvent être vulnérables à la récupération par des groupes idéologiques. Cette histoire remet totalement en question l'idée rassurante que Wikipédia serait uniformément résistant aux campagnes de désinformation organisées. Ce qui s'est passé en Croatie pourrait totalement se reproduire sur le Wikipédia francophone. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas.
Je ne suis pas certain d'avoir une réponse à apporter à la question de savoir comment nous pourrions nous protéger contre de telles manipulations de l'information. Mais d'un autre côté, je ne pense pas non plus qu'il serait beaucoup plus sain si une instance unique privée était chargée de désigner des versions officielles et arbitraires. Assez clairement, tous ces nouveaux enjeux, nés avec l'encyclopédie collaborative, marquent une transition médiatico-historique qui bouleverse profondément notre relation à la connaissance. Et dans une certaine mesure, la connaissance elle-même. Wikipédia présente des similitudes avec les encyclopédies traditionnelles, mais grâce ou à cause de son mode de fonctionnement décentralisé, on se retrouve avec une sorte de savoir instable. Une sorte de chaos organisé renfermant de très nombreuses contre-vérités et anomalies. Et même si ça peut s'avérer grandement préjudiciable, je pense que Wikipédia illustre à merveille la dualité profonde d'Internet. La mise à disposition de toutes les connaissances, gratuite à n'importe qui dans le monde, mais aussi la possibilité, à qui le veut, d'ouvrir cette boîte de Pandore numérique et de créer ou contempler des histoires merveilleuses ou terrifiantes comme celle que je vous ai présentée ce soir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pris un réel plaisir à vous présenter toutes ces histoires et j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses sur ce site qui fait indéniablement partie de notre quotidien et qui ne risque pas d'être remplacé avant un bon moment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et surtout à laisser un commentaire pour le référencement. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est la meilleure manière que vous avez de soutenir mon travail. Merci encore à toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin. La prochaine vidéo arrive bientôt. Et surtout, prenez soin de vous d'ici là.